Merci, Audrey. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette très belle présentation. Je voudrais simplement vérifier si tout le monde en ligne m'entend bien. Si c'est pas le cas, peut-être juste nous le faire signe dans le chat. Ça va. Magnifique. Alors, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler de cette décision, comme Audrey le soulignait, effectivement, qui est très d'actualité et qui vient nous chercher qu'on soit parents spécialement, mais je pense que ça touche plus largement l'ensemble de la société et on voit là, cette décision, ce jugement d'autorisation a été énormément commenté dans les médias. Donc, je pense que ça atteste de l'importance de cette décision. Alors, ça ne sera pas long, un peu de suspense. Magnifique, parfait. Donc, la dépendance aux jeux vidéo, est-ce un risque qui est connu ou inconnu? Et la question se pose des deux côtés. Alors, tant du côté des demandeurs, donc les parents, ici les tuteurs des enfants, que du côté des défendeurs, le fabricant Epic Games. Alors, en guise d'introduction, j'ai repris une définition assez inclusive du droit qu'on retrouve sur le site web de l'Observatoire pluridisciplinaire sur le devenir du droit privé. On dit que le droit est orienté par la technologie en développement. Et je trouvais ça tout à fait approprié en l'espèce parce que le jeu vidéo, tant sa conception que les règles du jeu sont vraiment au cœur du litige. Et en reconnaissant le jeu vidéo comme un bien, le juge Lucier, dans le jugement d'autorisation, il vient ouvrir la porte, n'est-ce pas, à l'application du régime de responsabilité du fabricant. Alors, on verra si on aura un jugement sur le fond éventuellement. Est-ce que le droit va évoluer? Est-ce qu'on va inclure la dépendance aux jeux vidéo comme un défaut de sécurité au sens de l'article 1468, 1469? Je diviserai ma présentation en deux parties. Alors, tout d'abord, quelques propos sur l'action collective en tant que voie procédurale. Et dans un deuxième temps, merci. Dans un deuxième temps, je vais me concentrer sur le régime de responsabilité du fabricant, régime de responsabilité extra-contractuelle. Comme je l'ai mentionné en introduction, c'est sûr que l'intérêt de la question de la dépendance a orienté mes propos et donc j'ai choisi d'aborder plus en surface l'action collective pour consacrer un peu plus de temps à l'application du régime de responsabilité. Alors, débutons avec la première partie. Merci. La première partie, donc, l'action collective, le véhicule procédural pour une bataille juridique. Quelques mots tout d'abord, je vais... Merci. Quelques mots tout d'abord, quelques commentaires généraux sur les fonctions de l'action collective et leur convergence avec celle de la responsabilité civile. Merci. Super. Donc, trois objectifs principaux qu'on associe à l'action collective. Tout d'abord, la promotion de l'accès à la justice. Deuxièmement, on vise à favoriser l'économie des ressources judiciaires et donc, par le fait même, on donne plein effet au principe de la proportionnalité. Et troisièmement, et c'est peut-être l'objectif qui ressort davantage du jugement d'autorisation, on cherche à décourager des comportements qui sont jugés répréhensibles, fautifs. J'aimerais m'attarder juste quelques instants sur la convergence de ces fonctions entre le droit procédural, donc ici l'action collective, et le droit substantiel, ici la responsabilité civile. Donc, dans les deux cas, c'est sûr qu'on vise à indemniser la victime pour le préjudice qu'elle a subi, mais il y a toute cette interaction entre la dissuasion, la prévention et la dénonciation. Donc, on dénonce publiquement un comportement qui est jugé socialement inacceptable et par extension, on cherche à prévenir la récidive en dissuadant l'auteur même de répéter les mêmes actes, mais plus largement, on cherche à décourager d'autres auteurs potentiels.
Ce qui m'amène donc au paragraphe 42 et 43 du jugement d'autorisation. Il est acquis que l'action collective vise tant l'indemnisation des victimes que la dissuasion de comportements répréhensibles. Ses principaux avantages demeurent l'économie de ressources judiciaires, l'accès à la justice et la modification des comportements. À ces fins, une approche souple, libérale et généreuse afin de faciliter l'exercice de l'action collective doit être adoptée. Ce qui m'amène à la deuxième sous-section, l'étape de l'autorisation. Donc, ce jugement de nature procédurale où le juge exerce, comme on le dit en jurisprudence, essentiellement un rôle de filtrage où les conditions d'autorisation doivent être interprétées et appliquées de manière large et généreuse. Avant de regarder les conditions, donc une brève présentation des parties. Alors, du côté des demandeurs, ce sont des tuteurs de 3 enfants mineurs qui ont développé, selon leurs prétentions, une dépendance après avoir joué au jeu vidéo Fortnite Battle Royale. Les défendeurs sont Epic Games Inc., donc cette compagnie américaine spécialisée dans le développement de jeux vidéo à l'échelle mondiale. Et on a également Epic Games Canada, donc qui est une filiale canadienne. L'action collective, donc, elle est scindée en 2 groupes. Je vais concentrer mes propos sur le groupe 1, mais je présente quand même de manière scindée les 2 groupes. Alors, le groupe 1, essentiellement, les membres qui sont visés sont les enfants qui ont développé une dépendance en jouant au jeu vidéo Fortnite Battle Royale et qui ont subi un préjudice. Donc, on définit ici d'abord la dépendance comme la perte de contrôle sur le jeu ou une priorisation de celui-ci. Et donc, les effets nocifs, donc le préjudice, peut être observé dans une ou plusieurs des sphères énumérées, personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles ou autres. Le groupe 2, donc, on parle des enfants mineurs qui ont procédé à l'achat seul, des achats intégrés à l'aide de la monnaie virtuelle V-Bucks. Les conditions d'autorisation, donc, les 4 conditions ont été satisfaites. Pour la première, alors, on a considéré les questions communes, qui a effectivement plusieurs questions communes. On parle de la création de la dépendance au jeu, la responsabilité du fabricant ou du concepteur à l'égard du risque et toute la question de sa connaissance, qu'elle soit actuelle ou présumée quant au risque. Et la question plus spécifique de la création délibérée d'un jeu qui crée la dépendance. Le deuxième critère, donc l'apparence sérieuse de droit, le juge a considéré que les demandeurs ont démontré qu'ils ont une cause plaidable. Donc, quoique la preuve soit embryonnaire, elle est néanmoins existante. Et on fait référence notamment au texte de l'OMS, à des articles qui citent des experts, au diagnostic aussi de dépendance qui a été posé à l'égard d'un des enfants. Bon, le troisième critère n'était pas hors jeu et le quatrième critère, la représentation adéquate, a été satisfait. Donc, autorisation de l'action collective. Le tribunal conclut qu'il n'existe pas une certaine preuve quant à ces allégations de création délibérée d'un jeu créant la dépendance. Mais ceci n'exclut en rien la possibilité que le jeu crée en fait la dépendance et que son concepteur et distributeur soient présumés le savoir. Donc, on renvoie ici à la présomption de connaissance codifiée à l'article 1468. Donc, présomption légale, présomption simple qui peut être repoussée. Et au paragraphe 79, donc, on écrit que les allégations propres à chacun des enfants des demandeurs sont suffisantes pour fonder les prétentions des demandeurs quant aux effets nocifs du jeu excessif qui résulterait de la dépendance créée par Fortnite. Donc, on réfère ici aux défauts de sécurité qui entraînent un préjudice, en l'espèce, les effets nocifs. Et les effets nocifs, il y en a plusieurs. Donc, on énumère les troubles de sommeil, les migraines, les douleurs dorsales, cervicales, manquement à l'hygiène de base, troubles sociaux, dépenses excessives. Donc, pour clore cette première partie,
je m'arrêterai à ces 2 questions, 2 parmi plusieurs questions, qui ressortent. Est-ce que l'utilisation du jeu vidéo Fortnite Battle Royale a créé une dépendance chez les utilisateurs? Et deuxièmement, si la réponse est oui, est-ce que Epic Games engage sa responsabilité extra-contractuelle pour ce défaut de sécurité associé à l'utilisation du jeu? Donc, deuxième partie, la responsabilité du fabricant pour le défaut de sécurité d'un jeu vidéo peut-il engager sa responsabilité extra-contractuelle? Donc, avant d'analyser le régime de responsabilité et son application en espèces, j'aimerais juste définir quelques termes très rapidement. Le jeu vidéo Fortnite Battle Royale, est-ce un bien dangereux et nocif? Et en fait, j'emprunte cette expression parce que c'est celle qui est utilisée dans le jugement d'autorisation, plus spécifiquement à la question A qui se rapporte au groupe 1. Alors, on écrit, est-ce que Epic Games a développé, fabriqué un bien dangereux et nocif pour la santé des utilisateurs? Bon, ici, évidemment, la santé renvoie tant à la santé physique qu'à la santé mentale. Ce qui m'amène à faire quelques remarques au sujet de 2 arrêts clés en matière de responsabilité du fabricant. Donc, premièrement, l'arrêt Imperial Tobacco, alors sur cette action collective contre les cigarettières, où, bon, dans ce jugement de la Cour d'appel, la Cour revient sur la définition de première instance où on définit un bien dangereux comme celui qui cause soit une maladie, soit une dépendance, donc en l'espèce la nicotine. Deuxième jugement sur lequel je dirais quelques mots, c'est l'arrêt Brousseau, donc cette action collective contre un fabricant pharmaceutique. Bon, bien que cette action collective a été rejetée, ça a été confirmé par la Cour d'appel. Ici, ça portait sur la capacité du médicament sur ordonnance, donc un antibiotique, de provoquer un effet secondaire indésirable. Alors, dans cette affaire, oui, le fabricant a réussi à repousser la présomption de connaissance. On a considéré qu'il s'était acquitté de son obligation d'information. Mais j'aimerais juste m'arrêter brièvement sur ces 2 paragraphes de l'arrêt Brousseau. Alors, on écrit que s'il est démontré que le médicament a la capacité de causer un effet indésirable, l'existence d'un danger est établie. Ceci provoque une obligation d'information du fabricant pharmaceutique dont l'intensité est nécessairement élevée. Bon, c'est sûr qu'ici, comme on discutait tout à l'heure, que comme c'est un produit qu'on ingeste, l'intensité est plus élevée. On reste à savoir quelle serait l'intensité de l'obligation d'information par rapport aux jeux vidéo. Mais dans la décision Brousseau, donc, la Cour écrit que le fabricant d'un produit pharmaceutique a le devoir de mettre en garde les patients des effets secondaires potentiellement dangereux qu'il connaît ou qu'il devrait connaître. Donc, essentiellement, donc, corollairement à l'existence d'un danger, le fabricant a une obligation d'information. Cette obligation d'information, elle est continue et son intensité varie selon plusieurs circonstances. Dans le jugement d'autorisation de Epic Games, la Cour revient sur la notion de nocivité. En fait, l'argument qui a été soulevé par les défenderesses, c'est qu'on ne reconnaît pas officiellement les effets nocifs du jeu vidéo. Et le juge a rejeté cet argument en soulevant notamment l'affaire du tabac. Donc, le fait que les psychiatres américains demandent plus de recherche ou que le diagnostic n'ait pas encore été officiellement reconnu au Québec ne rend pas les prétentions en demande frivoles ou sans fondement. À titre analogique, l'effet nocif du tabac n'a pas été reconnu ou admis du jour au lendemain. Donc, si on reprend les différents termes en jeu, donc on parle d'un défaut de sécurité. Alors, pour qu'un fabricant
engage sa responsabilité civile, doit y avoir un défaut de sécurité. C'est au cœur du régime de responsabilité. Et le défaut de sécurité, il est défini à l'article 1469 et on énumère 2 cas de figure. On parle également d'un bien qui est dangereux, donc un bien qui cause une maladie ou une dépendance. Et la dépendance étant nécessairement la conséquence qui découle de l'utilisation d'un bien dangereux. Et on parle également des effets nocifs ou néfastes, donc en l'espèce des effets tant physiques, physiologiques, sociaux et également économiques. Je terminerai cette sous-section en revenant un peu sur les prétentions des demandeurs. En fait, pour fonder leurs allégations, les demandeurs s'appuient sur la classification de l'OMS, alors qui reconnaît le trouble du jeu vidéo comme un comportement addictif et où la personne perd le contrôle sur ses impulsions. Donc, on énumère 3 caractéristiques principales de ce trouble en ligne. Donc, le contrôle altéré sur le jeu, une priorité croissante donnée au jeu et la poursuite ou l'escalade de la pratique du jeu malgré l'occurrence de conséquences négatives. Je suis allée voir dans la classification internationale des maladies de l'OMS d'autres maladies qui sont reconnues où on pourrait peut-être faire certains liens avec la dépendance aux jeux vidéo, mais j'en ai cité quelques-unes parce que je me suis dit, elles pourraient notamment affecter, concerner des jeunes. Alors, le trouble lié au vapotage, au jeu du hasard et toute une liste de dépendances à des substances, la nicotine, le cannabis, les opioïdes, les hallucinogènes et les stéroïdes. Dernière remarque, donc l'Association américaine de psychiatrie reconnaît dans son livre, dans le DSM-5, le trouble du jeu sur Internet et les caractéristiques donc, sont très similaires à celles identifiées par l'OMS, donc la préoccupation par le jeu, l'isolement et l'abandon d'autres activités, pour en nommer quelques-unes. Je passe maintenant donc au régime de responsabilité et à ses conditions d'application. Bon, j'ai décidé de concentrer mes propos sur le régime de responsabilité extra-contractuelle pour le défaut de sécurité du bien. C'est sûr, on aurait également pu traiter de manière parallèle du régime de responsabilité contractuelle avec la garantie légale de qualité de l'article 1726 et parallèlement le régime de responsabilité contractuelle avec la garantie contractuelle du fabricant de l'article 53 de la LPC. Donc, l'article 1468 prévoit, en fait, codifie un régime de responsabilité objective du fabricant. Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble où il est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Donc, on codifie ici cette présomption de connaissance du défaut de sécurité qui équivaut, on le verra dans quelques instants, donc à une présomption de responsabilité du fabricant, évidemment, présomption simple. Donc, le fabricant peut toujours la repousser en invoquant des moyens de défense, mais c'est là où ça devient très intéressant pour la victime. Donc, elle bénéficie de cette présomption si, évidemment, elle s'acquitte de son fardeau de preuve. Évidemment, l'article 1468 est très large, donc on vise pratiquement tous les acteurs de la chaîne, non seulement le fabricant, mais également le distributeur, le fournisseur, le grossiste et le détaillant. 1469, alors, où on codifie, on définit le défaut de sécurité, on donne 2 cas de figure. Alors, lorsqu'on parle d'un défaut de sécurité, on renvoie au bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception, fabrication, mauvaise conservation, présentation du bien, ou en l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir. Donc, les 5 conditions du régime de responsabilité. Alors, la victime doit d'abord démontrer qu'il s'agit d'un bien meuble et comme on le voit en jurisprudence, c'est une définition assez large qui peut couvrir
tant un médicament qu'une cigarette, qu'un ascenseur ou un système de climatisation. Deuxièmement, donc, établir la qualité du fabricant, distributeur, fournisseur, etc. Troisièmement, et comme je le mentionnais, c'est le cœur du régime, un défaut de sécurité. Quatrièmement, un préjudice. Et cinquièmement, mais certainement pas la moindre condition, le lien de causalité entre le défaut de sécurité et le préjudice. Et donc, souvent, cette difficulté d'établir le lien causal, d'établir que le danger s'est effectivement matérialisé chez la victime. Donc, si le demandeur, la demanderesse se décharge de son fardeau de preuve, intervient alors la présomption de connaissance du défaut de sécurité qui pèse sur les épaules du fabricant. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, en qualifiant le jeu vidéo d'un bien, on vient ouvrir la porte à l'application du régime de responsabilité et à l'application potentielle de la présomption de connaissance. Je reprends ici 5 questions qui ont été soulevées pour le groupe 1. Bon, il y en avait plusieurs, là, je me suis limitée à 5. La question A, donc on vise ici à savoir si Epic Games, à titre de fabricant, a fabriqué un produit dangereux et nocif, à savoir est-ce que ce bien comporte un défaut de sécurité, soit le risque de dépendance. Deuxièmement, donc, est-ce que les parties défenderesses avaient connaissance ou étaient présumées avoir connaissance des risques et dangers? Donc, on renvoie ici à la présomption de connaissance. Question C, les parties défenderesses ont-elles omis ou négligé de divulguer aux membres les risques et dangers associés à l'utilisation de Fortnite? Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'obligation de renseignement du fabricant qui est corollaire à l'existence d'un danger, donc qui comporte tant l'obligation d'informer les utilisateurs que de s'informer. Quatrième question, donc les membres connaissaient-ils ou étaient-ils en mesure de connaître les risques et dangers associés à l'utilisation de Fortnite? Donc, on vise ici le moyen de défense codifié à 1473 alinéa 1, donc les connaissances de la victime. Question E, les parties défenderesses ont-elles fourni aux membres toutes les indications nécessaires afin de les protéger contre les risques et dangers? On vise ici l'autre moyen de défense codifié à 1473 alinéa 2, l'état des connaissances. Et là, je me projette un peu, donc, faire un jugement sur le fond si on applique le régime de responsabilité, donc les 5 conditions à la trame factuelle devant nous. Donc, si on qualifie le jeu vidéo comme étant un bien meuble, Epic Games étant le fabricant, si on est en mesure d'établir que ce bien comporte effectivement un défaut de sécurité, donc il y a un risque de dépendance associé au jeu vidéo, causant un préjudice aux utilisateurs. Et là, le préjudice, donc ici on parle de symptômes tant physiques que psychologiques, qu'économiques. Et évidemment, la dernière condition très, très importante, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a un lien causal entre le défaut de sécurité et le préjudice? Est-ce que le danger s'est réellement matérialisé? Si donc les demandeurs sont en mesure de satisfaire ces 5 conditions, intervient la présomption de connaissance à l'encontre du fabricant qui pourra invoquer notamment 2 moyens de défense, donc l'état des connaissances prévu à 1473 et la faute de la victime ou d'un tiers, 1478. Et je terminerai très, très rapidement avec un petit aperçu d'un recours aux États-Unis. Alors, il y a une entente de règlement qui est intervenue récemment, règlement intervenu avec la FTC, donc l'Agence américaine de protection des consommateurs, qui accusait Epic Games de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs mineurs. Bon, évidemment, ici, on est dans un autre registre. On parlait de collecte de données personnelles d'enfants qui avaient moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents. Et Epic Games a été condamné ici à verser la somme de 520 millions
qui se divisait notamment en 2 chefs, donc une amende civile et des rabais accordés aux membres. Donc, je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai dépassé mon temps. Je m'en excuse. Merci pour votre attention. Et je me retourne vers mon collègue. Merci. Tu as besoin du micro. Oui, je viendrai. Super. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'action collective, encore moins de la responsabilité civile. Mais vous allez voir qu'avec ce que je voulais vous partager, ça s'annonce mal pour Epic Games, je pense, quand même. Vous allez voir, il y a des choses assez troublantes là, quand j'écoutais sur la preuve du risque, connaissance, etc. Là, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Alors, tout d'abord, il faut préciser une chose, 2 grands modèles d'exploitation des jeux vidéo qu'on peut résumer comme ceci. Le jeu vidéo comme un produit de consommation comme les autres. Le jeu est vendu une fois pour toutes, c'est-à-dire un contenu fini et vous y jouez et puis il n'y a pas d'ajout, vous n'avez rien à payer de manière, vous n'avez rien à payer en plus, etc. Vous l'avez payé une fois pour toutes et vous y jouez autant que vous voulez et c'est jamais mis à jour ou autre. Ça, c'est le modèle, je dirais, traditionnel classique. Le deuxième modèle qui s'est beaucoup développé depuis 10 ans, c'est le jeu qui est conçu comme un service. Donc, le jeu est vendu ou offert gratuitement. Ça, c'est de plus en plus à la mode. Et Fortnite, c'est un jeu qui est proposé gratuitement. Et la compagnie continue de l'améliorer et de le faire évoluer dans le temps. Vous avez à l'écran un jeu comme League of Legends, ça fait 13 ans que ça dure. Ils ont fêté les 10 ans, il y a donc 2 ans et demi à peu près. Et ils ont dit, ça fait 10 ans, on est parti pour la prochaine décennie. 20 ans d'existence pour un jeu vidéo, c'est très, très long. D'habitude, un jeu, durée de vie, vous voyez, Cyberpunk, par exemple, c'est 1 an vraiment très, très au top des tendances. Après 2-3 ans, ça commence à diminuer. Ça se vend encore, mais il faut essayer de renouveler. Et c'est pour ça que ces 2 modèles-là commencent à être un peu hybrides, hein, parce qu'un jeu comme Cyberpunk, maintenant, vous avez des ajouts qui sont faits, parfois payants, parfois gratuits. Et un autre point à signaler ici, dans les 2 cas, l'idée des jeux vidéo, c'est quand même un bon jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui vous captive, que vous dévorez, sur lequel vous passez beaucoup de temps et que vous ne lâchez pas en général. Quand dans les critiques, on vous dit « j'ai pas lâché le jeu, j'ai fini ça rapidement, etc. », c'est vu comme une bonne chose. Donc ça nous donne déjà une indication sur le côté retenir l'attention des utilisateurs. Mais il y a quand même une différence entre les deux, surtout dans le jeu comme un service, parce qu'il y a un aspect social, il y a un aspect en ligne qui fait qu'on n'est pas du tout sur les mêmes univers que les jeux qu'on joue hors ligne. En ligne, vous avez tout le temps des gens avec qui jouer. Si je me connecte maintenant, je vais trouver des gens avec qui jouer sur League of Legends partout en Amérique du Nord. Je vais être encouragé à jouer, à continuer à jouer, on va voir comment. Mais il y a ce côté qui n'en finit jamais. League of Legends, je peux y jouer tout le temps, il n'y a pas d'histoire particulière. Le contenu est toujours pareil. Je reprocherais d'ailleurs ce type de jeu d'un match de sport, un match de basket ou autre. Hein. Toujours la même chose, toujours la même carte, toujours les mêmes conditions de victoire, etc. Mais on y joue comme une pratique, comme on irait jouer au tennis, par exemple. Je pense que l'analogie est bonne de ce point de vue-là. Donc, 2 modèles de jeu. Maintenant, donc il faut comprendre, bon, les compagnies, évidemment, elles cherchent à faire du profit. Vous voyez que dans certains cas, les jeux sont fournis gratuitement. Ça peut paraître étrange, hein, au départ, quand un jeu comme League of Legends est sorti, les jeux gratuits avaient très mauvaise presse. C'est très mal vu, c'était souvent de très mauvaise qualité. Et il y avait toute la question, comment est-ce qu'on produit des revenus avec ça? Ce n'est pas la publicité, hein, pour vous dire les choses, c'est vraiment ce que les joueurs vont payer. Et donc, il y a plusieurs techniques. Vous avez ici une série de mécanismes qui sont utilisés pour encourager les joueurs à dépenser de l'argent en jeu et faire en sorte qu'ils en dépensent un maximum. Donc, par exemple, vous avez l'exploitation des données des joueurs. C'est là où je tiquais tout à l'heure, soit que je souriais pendant la présentation, parce que dans ces jeux-là, notamment dans les jeux en ligne, hein, toutes les données des utilisateurs par rapport au temps de jeu, type de comportement dans le jeu, etc., tout est enregistré. Et donc, ils sont capables par la suite de vous proposer des produits qui sont adaptés à votre comportement dans le jeu et qui correspondent à ce que vous jouez le plus. Vous allez voir sur la slide, là, moi, ce qu'ils m'ont proposé pour le mois de janvier. Là. Donc, ils proposent des choses vraiment adaptées. Ils manipulent les prix, évidemment. Hein. Vous allez voir aussi qu'ils m'ont fait des promos exceptionnels pour que j'achète. Il y a des histoires d'édition limitée, etc. Évidemment, vous avez des saisons. Et donc, vous avez des choses que vous pouvez avoir qu'à certains moments. Bon, voilà, des choses comme ça. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est pour ça aussi que je souriais pour Epic Games, j'ai déjà fait une petite recherche là-dessus, c'est que toutes ces choses-là sont documentées, notamment dans des demandes de brevets. Et là, je ne comprends pas ce qui est passé par la tête des entreprises,
parce que les brevets sont publics. Quand vous obtenez un brevet, toute l'information est publique, parce que les autres doivent pouvoir reproduire votre innovation, même si elle est protégée. Et donc, ils ont documenté ça dans des demandes de brevets à tout un tas de compagnies très célèbres, hein, Blizzard, etc. Je n'ai pas vérifié pour Epic Games, mais pour d'autres compagnies très connues, ils ont documenté tout ça. Donc, j'imagine que ça, j'ai hâte de voir la preuve pour voir s'ils vont avoir trouvé des brevets qui montrent qu'ils ont mis en place sciemment des systèmes pour maximiser les dépenses des joueurs, y compris les mineurs. D'ailleurs, ça a été montré dans certaines études, dans les jeux vidéo. Donc, voilà l'exemple de ce qu'ils m'ont proposé en janvier. Vous voyez, ils me proposent des prix spéciaux sur certains des champions que je joue le plus. Ça coûte vraiment beaucoup moins cher que si je les achetais hors promotion. Vous savez, hein, je rigolais parce que j'étais très, très fier de ne pas avoir dépensé d'argent pendant 2 ans sur ce jeu-là. Et finalement, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Et en même temps, je vous dis, par rapport au modèle traditionnel, ce qui est intéressant, c'est qu'un jeu, peu un tarif quand il sort, traditionnel, c'est à peu près 80$, plus taxes, etc. Un jeu comme ça, c'est gratuit. Après avoir passé 2 ans dessus, c'est ce jeu sur lequel j'ai le plus joué toute ma vie, lequel je continue à jouer, vous vous dites, bah, tiens, je vais peut-être donner un peu d'argent parce que de toute manière, bon, après tout, j'ai joué plus qu'un jeu normal. Donc, on finit par dépenser. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est que tout ça, là, je peux l'obtenir sans dépenser d'argent. Ça va prendre juste beaucoup de temps. Beaucoup de temps et beaucoup de patience, beaucoup de chance aussi, on va le voir. Bon, donc on va justement voir le cas des loot box, parce que ça, c'est un élément qui est une des stratégies qui est beaucoup utilisée pour générer du revenu dans ces jeux-là. Donc, une loot box, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les nouvelles versions des pochettes surprises. Hein. C'est des choses, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous savez quel genre d'objet vous pourriez avoir dedans, c'est virtuel, mais ça vous permet d'avoir du contenu en jeu. Donc, vous obtenez des objets virtuels. Ça peut être des améliorations en jeu qui peuvent être soit purement esthétiques. Dans le jeu dont je viens de vous parler, League of Legends, c'est purement esthétique. Ça ne vous donne aucun avantage. Ça montre aussi le côté un peu bizarre de dépenser de l'argent pour ça, mais ça marche encore une fois. Parce qu'à un moment donné, vous jouez tellement, vous dites, tiens, je vais me démarquer, ou ça va être sympa. Puis il vous en offre, donc il vous donne le goût d'aller en acheter un peu plus. Bon, vous allez voir, ça revient ça plus tard, hein, au niveau de la réglementation. Donc, personnalisation d'un personnage, et parfois, c'est l'acquisition de nouvelles fonctionnalités. Parfois, il faut dépenser de l'argent pour avoir des meilleures performances. Ça, c'est très problématique. Hein. Très, très problématique. Ça crée un jeu à 2 vitesses. Et donc, vous avez des gens, d'ailleurs, des streamers, influenceurs très connus, qui sont amusés à dépenser des dizaines de milliers de dollars juste pour voir ce qu'ils auraient comme contenu. Parfois, ils n'ont rien d'extraordinaire. Donc, voilà. Et donc, c'est gratuit ou payant. Le jeu dont je vous ai parlé, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Régulièrement, à chaque fois que vous montez d'un niveau, après quelques heures de jeu, vous avez un contenu gratuit. Donc, c'est chouette parce que c'est une pochette surprise. Ça marche. Vous savez ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est, une pochette surprise. Donc, voilà. OK. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les loot box sont très populaires auprès des joueurs. Ça, c'est un truc aussi. Il y a beaucoup de critiques, à part des autorités notamment, mais auprès des joueurs, c'est super populaire. Donc, les compagnies vous disent, ben moi, écoutez, je suis la tendance, hein, je fais ce que me demande mon public, et donc le public aime ça, donc on continue. Je fais une parenthèse parce que, par exemple, c'est vrai que les NFT, on en a beaucoup parlé. Il y a eu des tentatives d'introduire ça dans les jeux vidéo. Ça n'a pas plu du tout aux développeurs, ça n'a pas plu du tout aux joueurs. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Ils essaient de nous le faire rentrer parce que c'est des sources de revenus potentiels. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Mais les loot box, alors ça marche du tonnerre. Alors, ma loot box m'a bloqué le truc. Alors maintenant, est-ce que les loot box sont légales à travers le monde? Ça, c'est vraiment intéressant de regarder ça rapidement. Vous avez des autorités qui les ont autorisées et qui ont considéré que c'était légal. C'est notamment le cas de la France, où l'autorité de régulation des jeux en ligne ne considère pas que c'est des jeux de hasard, malgré la réglementation des jeux de hasard en France. On nous dit qu'il y a quand même des enjeux. Donc, vous voyez, des transactions qui peuvent être parfois obligatoires dans le cours du jeu, qui vont rajouter au prix du jeu sans que le joueur en ait été clairement informé. Donc ça, c'est un problème qui est pointé du doigt. Ce n'est pas dans tous les jeux, ça. Hein. Dans certains jeux, pas dans tous. Un produit qui est totalement aléatoire, qui va donc introduire un jeu payant de loterie dans un jeu vidéo, qui peut être un problème selon l'autorité. Et enfin, une espérance de gain en argent par la revente du butin à d'autres joueurs. Parce qu'il y a des jeux qui permettent la revente. Sur les sites comme eBay, etc. Donc les gens revendent des cartes, des trucs super rares, un peu comme les cartes collector ou autres. Là, voilà, on revend ça en ligne. Il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Ouais. Puis plus vous jouez, plus vous en avez. Vous pouvez en revendre. Ouais, dépendance. OK. Donc, ils autorisent. Alors, là, vous avez ici l'avis de l'ESRB. Ça, c'est l'autorité qui s'occupe de classer les jeux en Amérique du Nord. Ceux qui donnent les classifications, vous savez, pour les teenagers, pour les contenus matures, etc., etc. Ceux qui classent tout ça, eux, ils considèrent que ce n'est pas des jeux de hasard. Ils vous disent, oui, il y a un élément de chance, mais vous avez toujours la garantie d'obtenir quelque chose. Et donc, pour eux, c'est comme des cartes, comme les cartes à l'ancienne, baseball, etc. Sauf que, comme me le faisait remarquer un étudiant, à juste titre,
quand vous achetez des cartes encore aujourd'hui, Pokémon, Magic, tout ça, là, vous avez des paquets. Et si vous achetez le paquet au complet, vous savez que vous allez avoir 2 cartes légendaires, une carte exceptionnelle, je ne sais pas quoi. Vous savez que vous aurez au moins cette chance-là. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose avec ces loot box, parce que c'est contrôlé par l'entreprise. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas transparent. Et donc, ce n'est pas nécessairement le même fonctionnement que les cartes collector ou les jeux à gratter pour les loteries, etc. Donc, à mon avis, il y a quand même des différences, mais eux considèrent que ce n'est pas des jeux de hasard. Par contre, vous voyez que ici, ce que je vous ai mis en bas de l'écran, c'est juste pour vous indiquer que quand ils classifient les jeux, ils indiquent s'il y a des achats dans le jeu. Donc, il y a quand même cette information du public, à minima, grâce à cet organisme-là, qui classe les jeux. Ce n'est pas obligatoire. En Ontario, oui, pas dans toutes les provinces, mais en général, ce n'est pas un classement qui est obligatoire, mais qui est quand même mis en œuvre parce que font partie de l'ESRB les gros constructeurs de consoles et la plupart des gros développeurs. Donc, en général, ce classement est mis en œuvre. Donc, il y a quand même cette information-là à minima. Et les développeurs n'ont pas intérêt à tricher, parce que si vous faites attraper, il y a eu des histoires dans le passé, ça vous fait une très mauvaise pub, donc vous le déclarez en général. Alors, des États qui interdisent ou qui réglementent, il y a plusieurs États qui ont décidé de les classer comme illégales au regard de leur réglementation sur les jeux de hasard. C'est le cas de la Belgique, parce que pour eux, c'est typiquement des jeux de hasard. Vous avez toutes les caractéristiques, donc jeu, mise, vous avez une mise, vous avez du hasard, vous avez des gains, des pertes. Ils vous disent aussi que les loot box gratuites, c'est un problème, parce que ça peut vous mener vers les loot box payantes. Vous voyez, League of Legends, je me suis fait avoir. Récemment, en Autriche, ils ont interdit aussi les loot box. Il y a eu un jugement récent. Pays-Bas, ils sont en train de réfléchir à une loi aussi pour interdire ces contenus-là. Et que ce soit en Belgique ou en Autriche, il faut savoir que les compagnies se sont pliées à la décision. Et ils ont retiré ça de leur version du jeu. Donc, si vous jouez en Belgique à FIFA ou autre, là, vous avez des cartes de joueurs que vous pouvez normalement collecter, vous ne pouvez pas le faire. C'est interdit, donc c'est fini. Donc, voilà, il y a ces États qui font ça. On fait un petit détour par la Chine, parce que là, une fois n'est pas coutume, vous avez un encadrement strict plutôt qu'une interdiction. J'ai fait une erreur, c'est la Chine a agi très fortement là-dessus. C'est intéressant parce que la Chine, il faut savoir que c'est quand même un gros consommateur de jeux vidéo qui s'est ouvert récemment, un pool de joueurs extraordinaire. Puis sur la scène compétitive, c'est parmi les meilleurs. Et je dis ça, c'est important parce que ça veut dire que vous avez des gens qui jouent beaucoup, y compris très jeunes, et qui, quand ils ont 18 ans, ils explosent complètement sur la scène compétitive. Et donc l'encadrement est un petit peu paradoxal parce qu'ils vont peut-être diminuer leur niveau à cause de ça. Mais on va voir, on va en discuter. Donc, ils ont agi. Ce qu'ils ont imposé, c'est notamment la publication des probabilités de gain. Donc ça, j'ai regardé ça hier. Là, si j'ai acheté un coffre que je n'ai pas acheté, ils vous disent voilà les chances de succès que vous avez de trouver les différents objets. Et donc ça, en fait, alors c'est drôle parce qu'en Amérique du Nord, ce n'est pas obligatoire. Mais en Chine, ça l'est. Et quand ils l'ont mis en place en Chine, alors tout le monde a rigolé parce qu'on a vu les probabilités très faibles pour certains objets, sachant qu'ils ont été capables de les augmenter s'ils le voulaient, ceux qui décident. Et maintenant, vous voyez, quand même en Amérique du Nord, on nous l'indique. Donc, ça veut dire qu'ils se sont dit, tiens, peut-être que ça va nous arriver aussi ici. Donc, ils ont anticipé d'un certain point de vue. Vous avez interdiction de vente aux enfants de moins de 8 ans en Chine pour tout ce qui est loot box, etc., contenu en ligne. Des plafonds de dépenses pour les enfants jusqu'à 18 ans. Vous avez des trucs 13, 16 ans, 16, 18 ans. Donc là, vous ne pouvez pas dépenser autant que vous voulez. Il y a aussi des des limitations en termes d'heures d'utilisation en Chine. Alors, il faut savoir, je dis ça parce que ma femme est chinoise, donc j'ai l'info. Elle me disait, étrangement, il y a beaucoup de grands-parents qui se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Parce que c'est qu'en Chine, il vous faut une carte d'identité pour accéder, c'est pas anonyme sur le web. Et donc, ils prennent la carte des grands-parents, les enfants. Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de jouer pendant la semaine. Mais ils jouent quand même. Donc voilà, enfin, je pense qu'ils jouent quand même. Mais bon, je vais y aller l'année prochaine, donc je confirmerai tout ça. Voilà. Donc, mais la Chine, vous voyez, fait quelque chose. La Corée, même chose. On va revenir là-dessus. Alors, maintenant, les stratégies de lutte contre la dépendance, c'est un peu le bonus de la présentation. Quelques stratégies à travers le monde. Donc, quelles mesures on peut envisager pour lutter contre cette dépendance? Tout d'abord, il y a 3 problèmes à considérer ou 3 explications qui sont mises en avant dans la littérature. Le problème, c'est le temps passé à jouer, donc, tout simplement. Solution, limiter l'accessibilité des jeux vidéo, on va y revenir. Deuxième problème, c'est la manière dont le jeu est conçu. Donc la solution, informer les joueuses et joueurs. C'est pour ça que je souris aussi, parce que si jamais on découvre qu'effectivement le problème c'est la manière dont le jeu est conçu, ce qui est fort probable, parce qu'encore une fois c'est fait pour retenir votre attention puis que vous jouiez un maximum, c'est le but même de cet objet-là. Quel degré d'information va vous permettre de vous dégager de votre responsabilité? C'est ça qui va être super intéressant. Troisième type de problème, ce sont les individus, leur personnalité, leur environnement. Et donc là, c'est dispositif de soutien, prise en charge des joueurs. Donc on va voir ce que font les acteurs du secteur, que ce soit les autorités publiques ou les compagnies de jeux vidéo, ou les joueurs eux-mêmes d'ailleurs.
Je ne sais pas ce que je fais avec mes animations. Et donc, j'ai mis des animations cachées dans mon truc. Limiter l'accessibilité des jeux vidéo. Voilà les stratégies. Ah, une faute là. Heure limite d'utilisation. Donc, vous voyez, pas de jeu entre 22h et 6h. La Corée avait adopté une loi, la loi Shutdown. Donc, pour les mineurs, il n'y avait plus de possibilité de jouer après une certaine heure. Vous voyez, la Chine, même chose. Oui, Jennifer? Ouais, des IP, tout ça? Ouais. Oui, oui. Oui, mais là, j'imagine qu'ils font ça avec les IP des joueurs, donc les adresses IP. Et Netflix peut me trouver, donc je pense qu'ils peuvent trouver, genre, hein, s'ils le souhaitent. Hein. Mais bon, alors, tout ça pour dire que d'ailleurs, la Corée est revenue. Mais la Corée est revenue là-dessus, ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Hein. La loi shutdown a été abrogée, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, une des techniques. Système de fatigue pour décourager l'usage prolongé. Donc là, plus le temps de jeu augmente, plus le gain d'expérience diminue, par exemple. Ça, c'est les compagnies qui ont mis ça en place, hein, en concertation avec les autorités publiques, notamment en Chine. Concertation. Donc, plus on joue au jeu, moins on a d'expérience. Et donc, ça ne vous encourage pas à jouer parce que vous savez que dans les gros jeux de rôle en ligne, etc., oui, il fallait plus vous jouiez, mieux c'était pour votre rang, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est ça diminue l'expérience, voire c'est négatif. Donc là, il faut arrêter de jouer. Sachant qu'encore une fois, tous ces jeux en ligne, il y a aussi cette idée de il faut venir jouer tous les jours. League of Legends, si je gagne un match par jour, j'ai un bonus d'expérience. Donc je monte plus vite de niveau, donc j'ai des loot box plus rapidement. Donc il y a cette idée de revenir tous les jours, parce qu'il y a des nouveaux cadeaux tous les jours. Voilà. Système de contrôle, il y a qui vont jouer en rentrant. Système de contrôle parental. Oh, c'est une des techniques. Restreindre l'accès dans les lieux publics. Donc là, c'est tous les cybercafés, etc. Donc contrôler à ce niveau-là. Parce que c'est très populaire dans certains pays. Je pense à la Corée, je pense à la Chine. Hein. Vous avez des connexions très rapides. Il y a l'aspect social, jouer ensemble, etc. On veut monter une salle de e-sport à l'université. Donc on est en plein dans ce truc-là. Et ça revient. Hein. Les cybercafés, c'était mort, mais ça revient. Augmenter le prix des jeux. C'est une autre stratégie envisageable. Voilà. Donc ça, c'est pour limiter l'accessibilité des jeux. Informer les joueurs. Donc là, vous avez des messages d'avertissement, soit aléatoires, soit ciblés. Donc là, vous voyez, vous avez un message qui a été donné par… ça, c'est le jeu qui vous dit ça, en fait, qui vous encourage à aller dehors, à sortir. Pareil, League of Legends, ils font la même chose. Quand je suis dans la salle d'attente avant mon jeu, on me dit « Ouais, il faut penser à prendre des pauses. » Mais ouais, mais je suis en train de lancer le jeu, là. Mais si je quitte maintenant, je vais être pénalisé. Donc, mais vous avez ces petits messages d'information, etc., qui sont parfois ciblés, parfois aléatoires. Mais il y a des cas où, quand je parlais après un certain temps, vous avez perdez de l'expérience ou vous avez des messages. Il y avait un cas où toutes les 15 minutes, vous avez un truc, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Un peu comme les voitures après 2 heures de conduite. Quoi. Un peu la même idée. Renforcement des systèmes d'évaluation des jeux vidéo pour que les gens soient vraiment informés des risques et tout ça. Bon, on a vu que le SRB, il y a déjà quelque chose, mais on pourrait peut-être faire plus. Modification de la structure des jeux vidéo, rendre les quêtes moins longues. Alors ça, j'en discutais avec un ami, ça ne va pas fonctionner. Parce que justement, encore une fois, ces jeux-là ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour qu'on y passe des heures. Vous avez des jeux de rôle en ligne, vous pouvez y passer, sans blague, 10 à 20 heures d'affilée sur une quête, en groupe, pour pouvoir la compléter. Et je discutais avec un ami, parce que je dis, moi, ce n'est pas du tout mon truc. Hein. Il me disait, oui, mais ça fonctionne. Ah ouais, non, je n'ai jamais joué à ça, moi, justement. Parce que j'ai commencé l'université, donc j'ai raté cette phase-là. Et je ne vais pas m'y plonger parce que c'est trop dangereux. Mais c'est mon avis personnel, c'est mon avis juridique. Mais il me disait ça ne va pas fonctionner parce que pour les joueurs qui aiment vraiment ces types de jeux-là, c'est vraiment ça qu'ils aiment. Donc ça, c'est compliqué, mais bon, ça peut être une solution envisageable aussi. Dernière solution, donc la dispositif de soutien, prise en charge des joueurs. Donc là, vous avez des plans qui sont adoptés notamment en Corée qui prennent ça très au sérieux. La Corée aussi est un très gros pays de jeux vidéo. Hein. C'est aussi avec la Chine, c'est le top du top en termes de compétition. Donc ils prennent ça très au sérieux. Vous avez une mise en place de centres d'aide, notamment en Corée du Sud, Allemagne, Chine. Bon, j'ai mis une photo là. Je vous avoue que je ne suis pas très sûr parce que ça m'a l'air un peu vieux. Puis dans les informations que j'ai trouvées, c'était un peu vieux. Je ne sais pas si ces camps, genre type militaire et tout, existent encore. J'irai vérifier sur place. Mais bon, voilà. Mais il y avait cette idée de prendre des camps, puis on vous déconnecter complètement, faire de l'activité sportive, etc., pour prendre en charge les joueurs. Par contre, il y a plein de centres maintenant qui offrent ce type de service, hein, en psychologie, etc., psychiatrie, là, sans que ce soit des camps militaires, là, qui offrent ce système de soutien, etc. Voilà, donc j'en ai fini. Voilà. Les modes d'intervention, différents modes d'intervention. Investir, par exemple, prévoir plus de temps d'éducation physique à l'école, un investissement dans les centres communautaires qui vont offrir des espaces pour les enfants pour jouer, recevoir de l'information.
Tout ce qui est modification de l'environnement aussi. On peut penser à des trucs très simples, mais planter des arbres dans les parcs, dans les grandes villes, c'est un mode d'intervention qui améliore la santé publique. Les modifications aussi à l'environnement informationnel. Donc, tout ce qui est réglementation, par exemple, sur l'affichage pour la nourriture, les informations nutritionnelles, la liste d'ingrédients qui est obligatoire, ça fait partie de cet environnement-là. Modifier aussi les conditions socio-économiques des populations. Par exemple, augmenter le salaire minimum. C'est une intervention étatique en santé publique. Tout ce qui est adoption de lois qui soit interdisent des choses ou permettent des choses dans le but de contrôler la santé publique. L'exemple parfait en termes de réglementation, c'est tout ce qui touche le tabac. La publicité, les lieux, le fait que ce soit caché dans les dépanneurs maintenant qu'on ne puisse plus voir les paquets. Tout ça, tout cet ensemble normatif-là est une intervention étatique en santé publique. Il peut aussi y avoir des cas où il y a de la déréglementation. C'est plus rare, mais si on se rend compte, par exemple, que les effets d'une loi X sont nocifs d'un point de vue santé publique, bien, la stratégie peut être de déréglementer cette loi-là pour éviter les effets nocifs de la loi. Et finalement, les systèmes de responsabilité civile, donc tout ce qui est en anglais les tort systems. L'idée derrière ça étant que par le système de responsabilité, on en vient à modifier les comportements à la fois des utilisateurs et des compagnies, etc. Et c'est repris dans le jugement Fortnite. Laura l'expliquait très bien. Donc, paragraphe 42, le juge va dire il est acquis que l'action collective vise tant l'indemnisation des victimes que la dissuasion des comportements répréhensibles. Bon. Une fois que ça c'est dit, est-ce qu'on a des données empiriques qui nous démontrent que les actions collectives ou que les actions de responsabilité civile dans un cadre de santé publique ont réellement un effet? La réponse courte, c'est non. La réponse plus longue, c'est par toutes sortes de mécanismes indirects, ça peut être un outil d'intervention intéressant. Notamment, l'action collective peut servir, particulièrement dans un cas comme Fortnite, où c'est extrêmement médiatisé, où ça fait appel au sentiment parental de protection de son enfant, puis où on vise des mineurs qui ont été rendus dépendants à un jeu. Mais ça peut servir à faire intervenir le législateur pour mettre en place des balises. Donc, ça peut être un outil qui permet pas tant l'indemnisation directe, mais plutôt de solliciter l'opinion publique et de solliciter éventuellement l'intervention du législateur sur ces questions-là. Mais d'un point de vue direct, est-ce que l'action collective a réellement un impact? On n'a pas de données très, très solides qui démontrent ça, du moins pour le moment. C'est sûr que là, je vais utiliser vraiment la comparaison des actions collectives contre les compagnies de tabac avec l'action collective contre Fortnite. Pourquoi la comparaison se fait d'emblée? C'est parce que si on regarde l'autorisation de l'action collective, les demandeurs utilisent exactement les mêmes stratégies que les actions collectives, les tourneaux et blés dans le cas des compagnies de tabac. C'est les mêmes dispositions qui sont mises de l'avant. À la fois sur la loi sur la protection du consommateur et le Code civil, on fait appel vraiment au même raisonnement juridique. Mais, dans le cadre des compagnies de tabac, le gouvernement québécois, le législateur québécois avait adopté la loi qui visait à faciliter le recouvrement des dommages et intérêts contre les compagnies de tabac et qui créait, par exemple, une présomption de lien de causalité entre les fautes des compagnies de tabac et les préjudices subis par les utilisateurs du tabac. Ce que Fortnite, on n'a pas. On n'a pas de loi spéciale ici qui crée une présomption de lien de causalité pour l'utilisation des jeux vidéo. Dans quelle mesure est-ce que cette loi-là a été un facteur déterminant dans l'action collective contre les compagnies de tabac? Puis dans quelle mesure est-ce que ça pourrait nuire sur le fond aux jeux vidéo? Bien honnêtement, c'est pas clair parce que si vous avez probablement fait ça, mais si vous avez eu le plaisir de lire les 450 pages de l'arrêt de la Cour d'appel qui confirmait la condamnation des compagnies de tabac, ce qu'on comprend, c'est que probablement que même si la loi sur le recouvrement n'avait pas été utilisée, on en serait venu au même résultat, ou du moins un résultat semblable, mais ce n'est pas extrêmement clair. D'où mon bémol. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue de données scientifiques sur les effets nocifs du tabac,
il n'y a pas de commune mesure avec la cyberdépendance et les jeux vidéo. Le juge, dans la décision Fortnite, va dire à titre analogique, l'effet nocif du tabac n'a pas été reconnu ou admis du jour au lendemain. Bon, vrai, mais on avait déjà des données depuis les années 50, 60 qui tendaient à démontrer ça. Et on a été capable de mettre en place, de démontrer avec la preuve que dès les années 60, non seulement les compagnies le savaient, mais ils ont tout fait pour être certaines que ça ne se tâche pas et contredire les preuves scientifiques. Les actions collectives contre les compagnies de tabac au Québec ont été introduites en 1998, donc déjà plusieurs années après qu'on ait ces données scientifiques-là. L'autorisation du jugement a eu lieu, l'autorisation de l'action collective a eu lieu en 2005 et le jugement sur le fond en 2015 et le jugement d'appel en 2019. Donc, c'est sûr que si je suis membre du groupe demandeur dans Fortnite et que je me dis, bien, mon action va prendre 20 ans avant de trouver une solution finale, probablement qu'on peut considérer que leur recours n'est pas trop prématuré. Mais c'est sûr que si on regarde l'état actuel de la science sur la cyberdépendance et les jeux vidéo, on n'en est pas au même point que les compagnies de tabac étaient au moment où les actions collectives ont été introduites en 1990. Juste quelques petits mots sur les problèmes de causalité, parce que je vous disais, avec la loi sur le recouvrement, ce qu'on était capable de faire, c'est d'utiliser la présomption de causalité pour contourner les problèmes éventuels, ce qu'on ne pourra pas faire avec Fortnite. Donc, il va se poser des questions sur la causalité médicale générale, donc à quel point est-ce que le risque d'un point de vue, quand on parle de causalité médicale générale, c'est d'un point de vue populationnel, d'un point de vue épidémiologique. On est capable d'avoir des données qui nous démontrent que l'utilisation, entre guillemets, maladive d'un jeu vidéo crée une dépendance et que cette dépendance-là crée des effets secondaires nocifs chez les utilisateurs, tout ce que Laura parlait, perte de sommeil, hygiène corporelle défaillante, etc., etc. Donc, tous ces préjudices-là. Ça, c'est une chose. Il y a ensuite une causalité médicale individuelle qui serait techniquement, du moins si on était dans un recours individuel, à démontrer. Donc, de dire, même si d'un point de vue épidémiologique, on est capable de conclure qu'il y a effectivement une causalité, est-ce que moi, Audrey, c'est effectivement l'utilisation abusive du jeu qui a mené à une dépendance et qui a fait en sorte que je suis tombée dans un état dépressif, par exemple? Ou est-ce que ma dépression n'a pas plutôt été causée par le fait que mon chum me laissait la semaine dernière? Je caricature, mais vous comprenez l'idée du lien de causalité individuel qui peut s'appliquer, qui peut ne pas s'appliquer dépendamment des individus. Comme on est dans le cadre d'une action collective, et c'est probablement un des gros avancements d'un point de vue de l'action collective que les décisions pour les compagnies de tabac ont amené, c'est que les juges ont approché le problème de la causalité d'un point de vue collectif, beaucoup plus qu'individuel, en disant, comme l'objectif de l'action collective est de favoriser une indemnisation générale, on n'a pas besoin d'aller dans le détail de chaque personne pour démontrer une causalité individuelle très précise et de quantifier très précisément le préjudice. L'action collective a de sa pertinence et de son utilité justement parce qu'on est capable d'envisager le problème dans une perspective plus macro. Et donc, les juges, à la fin, à la Cour d'appel, qu'en première instance, vont utiliser cette interprétation large de l'action collective pour dire, bien, en fait, même d'un point de vue individuel, on est capable de tirer une présomption de fait. Du fait de la causalité générale, on est capable de tirer des présomptions de fait applicables au niveau individuel qui vont nous permettre de contourner un petit peu ce problème-là. L'autre chose qui s'est présentée dans les actions collectives contre les compagnies de tabac, c'est la question de la causalité comportementale. La causalité comportementale, ça nous vient de la responsabilité médicale. Et c'est de dire, en fait, si mon utilisateur avait été informé du risque, est-ce qu'il aurait tout de même acheté le produit ou joué au jeu? Ou bref, est-ce qu'il se serait lui-même exposé au risque, informé de ce risque-là? Ou est-ce que sa décision d'utilisation aurait été différente? Et là, ce qui est à noter, c'est que si on est dans les applications de 1468 et 1469, ce que les tribunaux ont conclu, c'est que cette question-là ne se pose pas. Donc, contrairement à la responsabilité médicale où on va se demander si le patient aurait consenti ou pas s'il avait connu le risque, dans le cas d'un défaut de fabrication d'un produit, on n'a pas besoin de se poser cette question-là sur la causalité comportementale. Malgré tout,
même si les juges disent qu'on n'a pas besoin de se poser la question, ils y répondent quand même dans les décisions contre les compagnies de tabac. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'ils vont vraiment tenir compte de l'aspect dépendance pour dire à partir du moment où la dépendance, elle est déjà là, ça ne sert à rien d'informer des risques au sens que ça ne change plus rien sur la dépendance. Évidemment, si on est informé du risque de dépendance avant de créer la dite dépendance, là, ça pourrait à la limite jouer. Mais une fois que la dépendance est créée, même si je suis informée du risque de dépendance, je suis déjà, en anglais, on dirait I'm hooked, je suis déjà pris avec mon problème de dépendance. Puis je pense que dans Fortnite, si la preuve démontre cette dépendance-là, on va être dans un cas tout à fait applicable à ce raisonnement-là parce que pour le moment, les joueurs ne sont pas informés. On ne pourra pas aller plaider qu'ils le savaient. C'est pas vrai, ils ne savent pas pour le moment, ou c'est pas. Donc, éventuellement, cette causalité comportementale-là ne devrait pas être un problème dans la cause de Fortnite. Alors, c'était les toutes petites remarques conclusives que je voulais faire. En terminant, on souhaite évidemment aux membres du groupe de l'action collective, aux parents et à ces adolescents-là d'obtenir rapidement un règlement juste et rapide et qui ne les exposera pas à une procédure judiciaire de l'ordre de 20 ans. Mais comme juriste, j'avoue qu'un jugement sur le fond, ça m'intéresserait beaucoup. Mais d'un point de vue humain, je souhaite évidemment à ce groupe-là d'être capable de régler la question hors cours et de manière rapide et équitable. Voilà. Donc, c'était tout pour les présentations. On peut maintenant passer à la période de questions. Il faut que je désactive le micro, idéalement. Juste rapidement, à propos de la comparaison avec le tabac sur l'information, on répétait le recul. Effectivement, on n'a pas le même recul du tout. Premier jeu vidéo années 70, démocratisation, je dirais, années 80-90. Les jeux en ligne, on parle de choses qui sont développées beaucoup depuis 10 ans. Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup de recul, ou 20 ans si je tire un peu, années 2000, mais on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Et à mon avis, ça va devenir de plus en plus important parce qu'on joue de plus en plus téléphone, etc., sur plein de plateformes. Donc, ça va devenir ça va de plus en plus intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Un petit peu à côté, mais un peu dans la même ligne. Je sais qu'il y a des casinos en ligne maintenant et c'est extrêmement payant, j'imagine, parce que là, c'est pas seulement, je sais pas, 100 personnes à la roulette, c'est des milliers de personnes à la roulette et la banque a 2,5 % d'avantage. Est-ce qu'il y a des règlements ou des choses équivalentes? Est-ce que ça se présente de la même façon? Sur la réglementation et tout, I just want to make sure. Do I have to repeat the question? No, It's fine. Donc, sur la réglementation, je ne suis pas certaine, mais ce qui est intéressant parce que il y a beaucoup d'analystes qui ont, d'analystes, on a beaucoup entendu, soit à la radio ou tout ça, que la dépendance aux jeux vidéo, on a fait des analogies avec les casinos, avec les jeux de hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis allée lire un petit peu la littérature en psychologie, puis c'est pas du tout la même chose. Moi aussi, je pensais qu'il y avait comme des analogies à faire, mais pas tant que ça, en fait, parce que, entre autres, ce qu'ils expliquent d'un point de vue psychologique, c'est que le mécanisme qui fait en sorte qu'on devient addict à un jeu de hasard, il y a un système de mise en danger qui crée une émotion forte. Donc, il y a cette recherche-là d'émotion forte. Et il y a éventuellement le mécanisme de je dois continuer à jouer pour récupérer ce que j'ai perdu. Et c'est ce qui crée éventuellement la dépendance. Alors que dans la cyberdépendance, puis on rentre là-dedans les dépendances aux jeux vidéo, les dépendances aux réseaux sociaux, les dépendances au courriel, c'est beaucoup plus dans la connectivité, en fait, que ça joue. Thomas, la récompense, mais au sens, pas récompense au sens monétaire du terme, mais dans la récompense au sens appartenir à un groupe, se faire des amis, être connecté avec d'autres personnes qui nous ressemblent. Donc, c'est beaucoup plus un comportement, entre guillemets, social, bizarrement, malgré le fait qu'un des avantages, ce soit qu'on coupe les liens sociaux. Mais c'est beaucoup plus un comportement qui se rapproche de la sociabilité que
simplement vouloir regagner ce qu'on a déjà perdu. Donc, d'un point de vue psychologique, du moins ce que j'ai lu à date, c'est deux choses complètement séparées qui ne répondent pas au même mécanisme. Donc, l'analogie n'est pas tout à fait bonne à faire, étonnamment. Il y aurait peut-être aussi peut-être qu'un autre facteur, tu as l'aspect social, effectivement, qui joue beaucoup là-dedans. Alors, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs profils de joueurs, puis ils n'aiment pas tous la même chose dans les jeux. Je pense qu'il y a aussi l'aspect compétitif. Hein. Les jeux que j'ai mentionnés en ligne, vous avez des échelles d'évolution, de rang, et en fait, ça n'en finit jamais. Moi, je pense qu'il y a 20 divisions au-dessus de moi. Donc, en fait, j'ai envie de jouer et puis j'ai envie de monter. Mais en fait, c'est impossible, surtout au rythme où je vais. Donc, c'est sans fin, quoi. Donc, je pourrais y passer mes journées et évoluer très, très peu, en fait. Mais techniquement, si j'y passais mes journées, je devrais monter un peu. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il y a parfois l'aspect curiosité, jouer sur la curiosité des joueurs. Dans les grands jeux de rôle dont je parlais, l'idée, c'est de découvrir des choses que les autres n'ont pas découvert. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et puis, c'est vrai que le côté social, ça joue énormément. Ouais. Il y a une question en ligne de Colleen Fall. Hi, Colleen. Donc, elle demande comment si elle constate que d'un point de vue de tabac, du moins, c'est pas tant de compenser, juste pour prévenir, le préventif est plus efficace, entre autres, tous les mécanismes de taxation qui auraient des effets assez importants sur la consommation des jeunes. Est-ce que la taxation éventuelle des jeux en ligne est une avenue? Est-ce que tu sais s'il y a un appétit législatif pour ça? Ou... Ouais, ben, j'ai mentionné le côté d'augmenter les prix des jeux, mais le problème, c'est que ça reste un loisir. Ça reste. Je ne sais pas quel effet ça pourrait avoir, ça, très honnêtement. Là, j'ai du mal à. Non. J'ai du mal à. Il y a la question du contenu en jeu qui est payant, mais encore une fois, les joueurs adorent ça. Et puis, si vous avez un jeu. Bah, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, ce n'est pas seulement les jeux gratuits qui font ça. Hein. Le jeu FIFA dont je parlais, ce n'est pas gratuit. Il faut le payer déjà 80$. Et ensuite, vous avez du contenu à acheter dans le jeu. Mais c'est pour une expérience différente, pour un autre mode de jeu, etc. Donc, c'est le problème des jeux payants, mais les jeux gratuits, vous n'avez pas le choix, quoi. Et vous n'avez pas à acheter. Hein. Le jeu League of Legends, vous pouvez passer votre vie sans payer le moins de $. Et vous pourrez avoir accès au même contenu. Est-ce que le législateur pourrait obliger les compagnies à vendre leurs jeux? Par exemple, c'est juste plus permis d'avoir des jeux gratuits. Ce ne sera pas aussi rentable, je pense, pour certains jeux. Puis, je ne sais pas s'il a le pouvoir de faire ça, moi. Là, j'avoue que... J'ajouterais juste peut-être, juste sur cet aspect-là, parce que c'est super intéressant. Il y a des auteurs qui ont commencé aussi à évaluer est-ce que les actions collectives du type comme contre les compagnies de tabac pourraient être envisagées contre la malbouffe, en fait. Par exemple, est-ce qu'on pourrait poursuivre Coca-Cola, Pepsi, de la même en disant vous ne nous avez pas averti des risques associés à vos produits de la même façon qu'on l'a fait avec les compagnies de tabac. Puis bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a quand même, sur la taxation particulièrement, il y a quand même des aspects à réfléchir. Il y a, entre autres, de la littérature qui suggère qu'il y a des aspects positifs à jouer à des jeux vidéo, que ça développe les capacités cognitives en termes de solution de problèmes, que ça peut développer même que l'aspect social, en fait, les jeunes qui jouent avec leurs amis, il y a un aspect affectif qui peut potentiellement être bénéfique, en fait. Donc, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Et là, l'idée de taxer, c'est que si on taxe trop ou si on met trop de barrières en termes de prix, est-ce qu'on prive aussi une partie de la population qui tirerait des avantages ou des bénéfices à utiliser ces jeux-là? Puis la même question s'est posée avec la malbouffe. On entend souvent l'idée de taxer la malbouffe, taxer les produits comme Coke, Pepsi, etc. Mais le problème, c'est que d'un point de vue socio-économique, on sait que c'est les populations vulnérables à faible revenu qui achètent en majorité ces produits-là parce que si je n'ai pas beaucoup de moyens, le 2 litres de lait me coûte 5 alors que le 2 litres de Pepsi me coûte 99 cents. Je vais acheter le 2 litres de Pepsi, même s'il est moins bon pour la santé, mais c'est quand même ces populations-là vulnérables qu'on va venir pénaliser encore plus si on augmente toujours le prix de la malbouffe. Donc ça, c'est un contre-argument qui est fait beaucoup en santé publique. Puis je vous dirais que le débat en santé publique sur est-ce qu'on taxe ou pas la malbouffe, c'est toujours ça. Tu as des experts qui vont dire oui, puis tu as d'autres experts encore en santé publique qui vont dire non parce qu'on va encore renforcer la marginalisation et la vulnérabilité des populations qui sont déjà vulnérables. Fait que peut-être que le même genre
d'argument, ou du moins la même réflexion serait à faire aussi avec les jeux vidéo éventuellement si on veut opter pour la taxation. Je n'ai pas vérifié si je payais des taxes quand j'achète du contenu en ligne, parce que c'est américain, c'est une compagnie américaine, ça, hein, détenue à moitié, enfin en partie par la plus grosse compagnie chinoise, enfin la plus grosse compagnie de jeux vidéo au monde qui est chinoise. Je n'ai pas vérifié si je payais des taxes en Ontario quand j'achète. Je vais vérifier la prochaine fois. Et c'est pour vous que je le fais. Hein, Merci. il y a ça à vérifier. Mais par contre, je vous ai dit qu'en Chine, hein, c'est pas une question de taxation, mais c'est de limiter les dépenses mensuelles des joueurs, notamment des jeunes, pas des adultes, mais des jeunes. Et donc là, je pense que pour les 16-18 ans, c'était $50 par mois, l'équivalent de $50 par mois, ce qui est quand même important hein, pour un jeu. Donc, il y avait cet aspect-là. Mais c'est vrai que si on pourrait taxer ce contenu-là, puis il pourrait y avoir des programmes, etc., bien sûr. Il y avait une question de Marie-Ève pour Laura. Peut-être discuter davantage des moyens d'exonération qui pourraient être soulevés dans le cadre d'une action en responsabilité civile extra-contractuelle du fabricant. Point d'interrogation, s'il vous plaît. Alors, bonjour Marie-Ève. Oui, donc c'est vrai, je passe un peu rapidement sur les moyens d'exonération, mais bon, une des questions qui est soulevée justement au paragraphe 102, c'est est-ce que les victimes connaissaient les risques et les dangers associés aux jeux vidéo? Donc, est-ce qu'ils connaissaient ou étaient en mesure de connaître soit le défaut de sécurité, donc cette dépendance du jeu vidéo, ou encore est-ce qu'ils pouvaient prévoir le préjudice? Donc, est-ce qu'ils pouvaient prévoir tous ces effets nocifs? Et donc, on revient, comme on les a énumérés, troubles du sommeil, migraines, douleurs, troubles sociaux, dépenses excessives, etc. Donc, ça, c'est le moyen de défense de la connaissance de la victime prévu à 1473 alinéa 1. Et du côté des défendeurs, donc le moyen, premier moyen de défense que pourrait soulever le fabricant, donc les connaissances de la victime. Deuxième moyen que le défendeur, le fabricant pourrait soulever, c'est l'état des connaissances. Donc, de dire que à la lumière de l'état des connaissances, ce risque de dépendance n'était pas connu. Et la condition est double à 1473 alinéa 2. Le fabricant doit non seulement démontrer l'état des connaissances qui ne permettait pas de connaître le défaut de sécurité, mais également que du moment où il a été mis au courant de ce risque, il n'a pas fait preuve de négligence dans son devoir d'information. Donc, le devoir d'information revient également à ce stade-ci, donc du moyen de défense. Merci pour la question, Marie-Ève. Et Laura, je rebondis là-dessus. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est que techniquement, ils ont plein d'informations sur ce que les gens ont dépensé. Et ils savent exactement qui a dépensé quoi, à quel moment, à quelle fréquence. Ouais, donc je ne sais pas comment ils vont avoir accès à ça, si les demandeurs vont avoir accès à ça ou pas. Mais en tout cas, la compagnie, c'est sûr qu'elle y a accès. Ils ont un suivi. Et d'ailleurs, il y a un terme hein, dans l'industrie pour parler de ceux qui payent sur ces jeux en ligne, parce que c'est une minorité de joueurs qui payent beaucoup en général et qui font vivre le jeu. On les appelle, je pense, c'est les baleines, hein, qu'on les appelle comme ça, hein, dans ces jeux-là, parce qu'ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent, alors que la majorité des gens ne dépensent pas. Donc ça, c'est… Ouais. Il y avait une question de Colline qui demandait est-ce qu'on a une idée s'il y a une corrélation socio-économique, en fait, entre les gens qui jouent aux jeux vidéo qui viennent à dire est-ce que c'est les gens de population avec un niveau socio-économique plus faible? C'est une bonne question, Colline. Honnêtement, je n'ai rien vu. C'est tellement embryonnaire, en fait, la recherche sur ce sujet-là, que j'ai rien vu qui parlait qui allait vraiment dans le détail. Est-ce que c'est plus les hommes ou les femmes? Est-ce que c'est plus un statut socio-économique X ou Y? Plus jeune ou plus vieux? J'ai pas vu de détails parce que déjà, quand on trouve des études qui disent qu'il y a des effets néfastes, c'est très général. Puis même chose quand ils disent que c'est des effets positifs. J'ai pas vu de… Intuitivement, ça pourrait être, on pourrait se dire, c'est peut-être des populations plus riches parce qu'il faut un certain matériel pour y jouer. Mais ça, c'est quand même beaucoup démocratisé. Par contre, Colline, je suis très contente que tu poses la question parce que ça démontre la pertinence d'avoir un centre de recherche sur les jeux vidéo à l'Université d'Ottawa, d'avoir un espace sur les jeux vidéo et les sports électroniques. Donc, effectivement, mais on manque de données hein, sur toutes ces questions-là. Ce n'est pas le même sujet, mais sur la question des liens entre le bien-être, les performances académiques et les jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Pareil, on a très, très peu de données. Les recherches commencent à peine. Donc, en fait, je rigole, mais c'est très sérieux. On a besoin de plus de recherches. Mais c'est une piste. Mais je n'ai pas regardé cet aspect-là, je ne l'ai pas regardé. Ça vaut le coup.
Il y avait d'autres questions dans la salle? Dans le recours américain, 520 millions, dont une part allait rabais aux demandes. C'est quoi ça, ce rabais-là? C'est donc une part qui est à l'amende, donc une part amende civile et l'autre part des rabais. Donc, ils redonnaient un petit peu de l'argent aux utilisateurs, de l'argent qu'ils ont dépensé dans le cadre du jeu. Est-ce que, vous n'avez pas une tactique justement pour les inciter à jouer à nouveau et de revenir au jeu? Mais enfin, au moins l'entente de règlement qui est survenu. Ceci étant, le recours américain ne portait pas sur la dépendance. Non, Le c'est recours ça. américain portait sur la collecte et l'utilisation de données personnelles de mineurs sans le consentement des parents. Donc, je ne pense pas Non, on n'est pas. penché sur la dépendance. Non, on n'est pas dans les mêmes eaux. Oui, pardon. Corrige-moi, mais il y a deux aspects dans la norme. Il y a la dépendance et il y a les dépenses dans le jeu. Tout à fait. Donc, le groupe 1, tout à fait. Donc, moi, j'ai concentré mes propos sur le groupe 1, donc pour la question de la dépendance, mais le groupe 2, c'est vraiment la lésion qui aurait vicié le consentement des jeunes. Donc, lorsqu'ils ont procédé à l'achat de tous ces accessoires pour les personnages, qui ont procédé à l'achat donc de ces accessoires seuls, dont les parents n'étaient pas au courant, alors leur consentement aurait été vicié. Donc, effectivement, l'action collective est scindée en deux groupes. Mais, puis, peut-être, je mentionne, tu parlais justement de l'aspect préventif du côté du législateur, mais si on regarde aussi du côté judiciaire, donc c'est intéressant. Moi, j'aime toujours voir jusqu'à quel point est-ce qu'un jugement peut avoir un effet préventif, dissuasif. Je veux dire, juste le fait que ce jugement a été autorisé et que c'est passé, ça fait les manchettes et on en discute et on en parle. Est-ce que ça aura un certain effet, on l'espère, préventif à l'égard non seulement de Epic Games, mais de d'autres fabricants, puis dans d'autres domaines aussi, comme tu le mentionnais, Audrey? Je suis persuadé qu'ils vont se protéger. Ils vont anticiper, ils vont commencer à mettre des mesures pour se protéger. Et il y avait un autre aspect, c'est que le Fortnite, c'est interdit au moins de 13 ans. Hein. Normalement, il faut avoir 13 ans pour y jouer. Je fais l'analogie avec League of Legends parce que c'est pareil, il faut avoir 13 ans pour pouvoir s'inscrire, créer un compte. Sauf que bon, j'ai essayé pour mon cousin, je ne l'ai pas fait parce que j'ai de l'éthique, mais parce que ça lui m'aurait pas été contente. Mais il faut avoir 13 ans. Par contre, le système de contrôle, c'est qu'il faut déclarer votre date de naissance. Donc en fait, faites ce que vous voulez. Et il y a plein de gens. On discutait avec un pro la semaine dernière, il a commencé à 8 ans. Bon, il a fini pro, mais il a commencé avant 13 ans. Quoi. Donc, alors que normalement, c'est 13 ans. Et moi, je me demande aussi, au niveau de comme si ça va à procès, la responsabilité parentale. Par exemple, si votre enfant a 8 ans et que vous n'avez aucun contrôle, il joue à ça, vous ne savez pas, il y a une responsabilité contributoire à un moment donné. Parce que les parents ont sous leur garde leurs enfants mineurs. Bien, c'est intéressant parce que dans les affidavits qui ont été déposés au soutien de la demande d'autorisation, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de prendre le taureau par les cornes d'avance en disant voici comme tuteur ce qu'on a mis en place comme stratégie, puis voici à quel point ça n'a pas marché. Parce qu'à un moment donné, puis c'est la discussion qu'on avait de façon informelle ce matin, mais on se disait à un moment donné, on fait quoi? Est-ce qu'on fait juste déconnecter le Wi-Fi dans la maison? Puis donc, déjà dans les affidavits, les tuteurs disaient il faut. Voici ce qu'on a fait, puis voici à quel point on a perdu le contrôle malgré les mesures qu'on a mises en place pour essayer de garder le contrôle. Puis c'est parce qu'on parle aussi d'adolescents qui sont rendus à un certain âge puis qui ont des comportements violents et agressifs quand les parents leur demandent d'arrêter de jouer. Fait que ça devient, je pense que, en tout cas, j'ose espérer que nos tribunaux vont avoir l'intelligence aussi de tenir compte du fait que un parent, c'est pas... il y a des limites à ce qu'on peut faire comme parent à un moment donné. Là. Oui, la garde, là, oui, Pierre. C'est la question que je me posais. Au début de la pandémie, rapidement, on a installé 2 réseaux à la maison. Un pour nous, un pour les invités, parce que les enfants amenaient des amis jouer. L'affaire, c'est qu'on peut débrancher le réseau. On peut s'entendre avec nos enfants pour dire tu joues jusqu'à 9h ou 10h. Après ça, je débranche.
On débranche le réseau sur lequel les enfants sont branchés, puis nous, on peut continuer. Mais Oui. sinon, c'est faisable. On n'a jamais eu à débrancher le réseau parce que, bon, des enfants raisonnables, mais j'imagine que c'est tout à fait faisable. Pierre, je mettrais quand même des bémols à ça. C'est faisable quand les parents sont au courant de la technologie, quand les parents ont les moyens de payer 2 réseaux, quand... C'est le même prix. Mais tu comprends mon point? Il y a quand même il y a quand même, Ah oui, non, je comprends. il y a quand même des bémols à mettre là-dessus parce que je pense qu'il y a bien des parents qui ont été un peu dépassés par ce qui s'est passé avec les technologies, mais les jeux vidéo, oui, mais les réseaux sociaux, tout ça, je pense, a dépassé beaucoup de parents. Fait que mais ça va être un élément intéressant, effectivement, de voir est-ce que, sur le fond, est-ce qu'on va aller chercher la co-responsabilité peut-être des parents? Ça va être à suivre. C'est sûr, ça. Et la première plateforme de jeu, c'est le téléphone, Pierre. C'est ça la plateforme la plus utilisée. Et puis ça, ben, il y a le réseau Wi-Fi, pas Wi-Fi, il y a le réseau. Tu vois, tu peux pas le couper. Oui, c'est ça. Mais le nombre de gigas. C'est vrai. Tu peux appeler ton C'est arrivé fois. C'est le nombre de gigas. L'avertissement, il n'y en a pas 2. Pas produit. Non, les parents ne sont pas dépassés, mais ils ont quand même une responsabilité devant des enfants qui sont sur leur garde. Je veux dire, on est dépassé à un moment donné. Oui. C'est ça. Mais je pense que du moins dans la demande d'autorisation, ils ont eu l'intelligence d'aborder le problème directement, pas attendre de se faire attaquer par Epic Games. Après, sur le fond, qu'est-ce qu'ils vont être capables d'aller démontrer avec la preuve? Ça va être autre chose. Affidavit, c'est un. Oui, effectivement.